Nous allons avoir un programme très chargé, je pense que vous l'avez tous dans vos actes, dans vos petits dossiers. Et nous allons commencer d'abord par un état des lieux et les enjeux. Et pour ça, nous avons Olivier Sarton, qui est juriste, qui va nous traiter ce sujet. Olivia est ancienne avocate au barreau de Paris. Elle est directrice scientifique de Juristes pour l'enfance. Et c'est elle qui a écrit ce livre « PMA, ce qu'on ne vous dit pas ». Olivia, je vous laisse la parole. Merci Louis. Bonjour à tous et merci d'être là pour nous écouter et pour venir vous former sur cette problématique essentielle et qui est nouvellement ouverte, puisque vous le savez, dans ce domaine, la France a, si je puis m'exprimer ainsi, quelques années de retard sur les pays anglo-saxons et ceux du nord de l'Europe, ce qui nous permet de tirer quelques profits de leur expérience. Je vais commencer par un très bref rappel historique et quelques précisions terminologiques. Ensuite, je vais vous brosser un peu le déploiement du concept de genre dans la prise en charge des enfants et les controverses que suscite cette prise en charge qui s'appelle aujourd'hui transaffirmative. Et enfin, je conclurai par une note d'espoir qui sera un résumé des initiatives mondiales pour remettre en cause cette approche transaffirmative. Alors, je commence par le bref rappel historique et les précisions terminologiques. Je vais être obligée d'aller un petit peu vite, mais je pense que c'est quand même compréhensible. Donc, jusqu'au milieu des années 2010, ce que nous proposons d'appeler par commodité de vocabulaire la question trans restait assez marginal. Le terme employé initialement était celui de transsexualisme, qui était identifié à partir des années 80 comme une affection psychiatrique classée dans les troubles de l'identité sexuelle, et c'était une affection rare qui concernait 5 à 6 fois plus d'hommes que de femmes. Mais très rapidement, en quelques années, cette notion de transsexualisme a disparu. Alors, cette notion a disparu car nous est venu des États-Unis le concept de genre, distinct du sexe, et mis en avant pour disqualifier le sexe. Donc, selon les auteurs qui développent ce concept de genre, le sexe n'a pas d'existence objective, il n'existe pas indépendamment du genre qui se suffit à lui-même. Il n'y aurait pas non plus de binarité des sexes, qui ne serait qu'une conception sociale et culturelle. Et je pense que c'est une notion qui sera sans doute reprise par le docteur Flavini, j'espère, un petit peu peut-être tout à l'heure. Voilà, alors dans le domaine médical, cette évolution historique s'est traduite notamment dans la terminologie et aussi dans la prise en charge. Donc dans la terminologie, on a vu disparaître le terme transsexualisme, et les termes que vous allez entendre aujourd'hui, on a d'abord eu le terme de trouble de l'identité de genre, mais maintenant le terme qui est employé, que vous voyez dans les médias, c'est le terme de transidentité. Il n'est plus question d'affection psychiatrique, puisque la transidentité n'est pas considérée comme une maladie. La transidentité, c'est pouvoir revendiquer une identité de genre par un choix autodéterminé de l'individu. Et si elle ne correspond pas au sexe biologique qui, d'après les partisans de ce courant, n'est pas constaté à la naissance, mais assigné arbitrairement à l'individu qui entre dans le monde, eh bien cet individu doit pouvoir transitionner socialement et ou médicalement, c'est-à-dire être socialement reconnu dans un sexe différent de celui de naissance. Vous avez donc les FTM, les female to male, qui sont des femmes de naissance qui se déclarent hommes trans, et à l'inverse, les MTF, male to female, c'est les hommes de naissance qui se déclarent femmes trans. Vous en avez d'autres qui contestent la binarité des sexes, qui revendiquent un sexe neutre. Ce sont les non-binaires. Et vous en avez encore d'autres qui réclament la possibilité de faire des allers-retours entre les sexes. Ce sont les gender fluides. Voilà. Et les personnes qui s'identifient dans leur sexe de naissance, par exemple moi et sans doute vous, ce sont les cisgenres. Bon, et je précise que les cisgenres sont au bas de l'échelle sociale du monde trans. Voilà. Enfin, c'est l'assignation du sexe à la naissance qui, lorsqu'elle est inadaptée, provoque la dysphorie de genre ou l'incongruence de genre, c'est-à-dire la détresse éprouvée de la discordance entre le sexe déclaré à la naissance et le ressenti de la personne. Cette dysphorie n'est pas un trouble mental, c'est une souffrance clinique et comme telle, elle réclame de recevoir une double réponse, celle d'une affirmation sociale et celle d'une réponse médicale qui se traduit par un parcours médical de transition, c'est l'approche transaffirmative. Parallèlement à cette évolution médicale, la norme juridique a été sommée de s'adapter, donc ça va vous être expliqué par Aude Mirkovitch. Je vous signale juste 3 points, c'est qu'en 2011,
les membres de l'Association mondiale des professionnels en santé transgenre ont réclamé le droit de choisir son sexe, son genre comme droit humain fondamental. Et ensuite, on a les conséquences de ça qui sont tirées dans la loi française avec une réforme majeure en 2016 et puis une proposition de loi très inquiétante débattue depuis l'automne 2021, mais c'est Aude qui vous en parlera. Donc ainsi, il est tenu pour acquis en France, comme dans d'autres pays, que chacun doit être libre, dès son plus jeune âge, d'autodéterminer son genre indépendamment de son sexe biologique et que chacun a le droit d'être identifié par le tiers dans le genre revendiqué. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, lors d'un colloque médical qui s'est tenu au mois de mars dernier, une endocrinologue parisienne a formulé ce projet. La société devrait évoluer, accepter qu'on puisse être un homme avec des seins ou une femme avec un pénis, ou qu'on soit ce qu'on souhaite être et qu'il n'y ait plus de F ou de M sur la carte d'identité, et que l'on demande à l'enfant, par exemple, à l'entrée au CP, alors cette année, quel est le prénom que tu choisis et dans quel genre souhaites-tu être genré cette année? Et elle en conclut que sans doute les enfants et les adolescents iraient mieux. Voilà le projet des partisans de la transidentité. Donc j'en arrive au déploiement du concept de genre dans la prise en charge des enfants. Je précise que l'enfant, ici, s'entend au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, donc un mineur en France. Donc les questionnements identitaires sont fréquents chez les enfants, se traduisant chez un petit nombre par un véritable mal-être face à leur identité sexuée, mais pour l'immense majorité d'entre eux, le trouble cesse avant l'âge adulte. Cependant, depuis quelques années, on observe une augmentation importante de mineurs affirmant avoir une identité de genre ressentie, déconnectée de leur identité biologique sexuée. Le mouvement a débuté dans les pays du Nord, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada, dès les années 90. Le démarrage a été plus tardif en France. Les premières consultations pour mineurs ont ouvert en 2013 dans 2 hôpitaux parisiens. Il est difficile d'avoir des données épidémiologiques suffisamment précises, mais pour la région parisienne, les chiffres avancés par les médias oscillent autour de 700 enfants suivis dans les consultations hospitalières spécialisées. Il faut y ajouter les consultations ouvertes dans 9 autres pays en dehors de Paris, donc on peut estimer que entre 1500 et 2000 enfants seraient actuellement suivis en France. C'est-à-dire que c'est peu et en même temps c'est très important si on considère les conséquences irréversibles pour les enfants qui sont concernés. Et puis si on prend en compte que le fait que ces enfants étaient rarissimes il y a 10 ans, ainsi que l'évolution dans les autres pays. Parce qu'en Grande-Bretagne, donc il y a un petit peu d'avance, entre guillemets, on va dire, sur la France, au cours des 10 dernières années, le nombre de cas d'enfants traités pour dysphorie de genre, donc traités selon l'approche transaffirmative, a augmenté de 3264% entre 2009 et 2019. Et selon le Bureau gouvernemental pour l'égalité anglais, il y aurait entre 200 000 et 500 000 personnes transgenres au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le nombre de cliniques de genre qui reçoivent et traitent des enfants est passé d'une centaine en 2007 à plusieurs centaines en 2021. Et une enquête récente a montré qu'en 2008, une étudiante sur 2000 s'identifiait comme transgenre, et en 2021, ce chiffre est passé à 1 sur 20. Alors, outre cette augmentation des cas, les praticiens ont constaté une inversion du sexe ratio. En effet, auparavant, je vous ai dit, c'était les garçons qui étaient les plus importants dans la population concernée. Aujourd'hui, ce sont les filles. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Lisa Littman, qui a publié une étude en 2018 dans laquelle elle a forgé le concept de Rapid Onset Gender Dysphoria, ROGD, c'est-à-dire dysphorie de genre à apparition rapide, dans lequel elle a qualifié par ce mot le phénomène par lequel un jeune qui n'avait montré aucun signe de dysphorie de genre dans son enfance développe une dysphorie ou une identification transidentitaire pendant ou après la puberté. Autre enseignement de son étude, elle montre que préalablement à la déclaration de transidentité, 62% des jeunes concernés avaient reçu un ou plusieurs diagnostics de troubles psychiatriques ou de handicap neurodéveloppemental, 48% avaient subi un événement traumatique et 45% se scarifiaient. Je pense que tout ça vous êtes exposé par le docteur Flavigny et par Madame de Roussy cet après-midi. Dans le cadre des groupes de réflexion auxquels nous participons, nous sommes contactés par des parents, ce qui permet d'essayer une timide approche sociologique en ce qui concerne la population des jeunes dont les parents font les démarches pour chercher de l'aide.
Dans cette population, donc, dont les parents vont chercher de l'aide, il s'agit assez souvent de jeunes gens et jeunes filles issus de milieux socio-économiques favorisés. Il y a pas mal de parents, avocats, médecins, universitaires, cinéastes, psy. Assez fréquemment, l'enfant a d'abord annoncé qu'il ou elle était homosexuel. Les familles se décrivent comme très tolérantes par rapport à l'orientation sexuelle, très libérales, et elles disent qu'elles ont très bien accueilli l'annonce de leur enfant, mais quelques mois ou une année plus tard, le jeune est revenu pour dire que finalement, il ou elle était trans. Un nombre important de ces jeunes est décrit par leurs parents comme ayant des difficultés d'ordre psychologique antérieures ou concomitantes à la déclaration de transidentité. Mais ce profil n'est pas général, parce que sur les blogs qui est tenu par des jeunes trans, on peut constater que d'autres enfants sont issus de familles plus complexes. Par exemple, il y en a pas mal qui sont placés en foyer ou en famille d'accueil depuis plusieurs années. Parallèlement à cet accroissement considérable du nombre d'enfants se déclarant souffrir d'une dysphorie de genre, on a vu se mettre en place l'approche transaffirmative qui prône l'absence de discussion du ressenti et la recommandation de la mise en œuvre d'une transition sociale, c'est-à-dire l'identification par les tiers selon le genre revendiqué, avec généralement un changement de prénom et de pronom dans toutes les sphères de la vie de l'enfant. C'est la politique qui va être retenue par la circulaire Blanquer, qui sera exposée cet après-midi par notamment Sabine Lecomte, qui est juriste. Or, il a été observé que cette transition sociale, donc ce changement de prénom et de pronom, ne constitue pas une période de neutralité qui permet à l'enfant de réfléchir, mais qu'au contraire, elle l'entraîne presque inexorablement vers la transition médicale. Ce point est important parce que c'est évidemment dénié par les militants de la cause transaffirmative qui soutiennent que la transidentité pourrait n'être que sociale et qu'aucun parcours médical n'est imposé. Or, la réalité semble différente parce qu'à l'analyse des témoignages des jeunes concernés, on constate qu'une fois affirmée leur transition sociale, ils sont souvent poussés à franchir au moins une partie des étapes de la transition médicale. Certains se disent simplement encouragés ou soutenus, mais d'autres disent qu'ils font l'objet de pression ou de rejet s'ils hésitent à se lancer dans une transition médicale comme une mastectomie, l'ablation des deux seins, ou qu'ils se sentent carrément obligés de réaliser la transition médicale. Donc toute cette transition médicale, ça va vous être expliqué, je pense, par Anne-Laure Bock, qui est médecin, qui interviendra juste après Aude. Alors tous ces questionnements de genre ne prospéraient sans doute pas d'une telle manière s'il n'y avait pas des moyens importants qui étaient engagés pour les populariser auprès des jeunes. Il faut savoir que dans le milieu transidentitaire, vous avez la présence de deux gros acteurs. Le premier, c'est la fondation Thomson Reuters, qui est la Société mondiale de services d'information, et ce qui explique la force de la présence médiatique du discours transidentitaire aujourd'hui. Ils sont également soutenus par le plus gros cabinet international d'avocats, Dentons, ce qui leur permet d'avoir aussi des actions juridiques récurrentes. Avec ces moyens, ils diffusent des films militants, comme le film Petite fille, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été diffusé en décembre 2020 et qui présentait un petit garçon de 8 ans qui était poussé, ou accompagné ou poussé vers la transidentité. Comme autre moyen qu'il faut aussi signaler, il y a l'influence des réseaux sociaux. Alors là encore, c'est une question controversée, puisque les militants nient cette influence en soutenant qu'il n'y a pas de phénomène de diffusion via les réseaux sociaux et que l'augmentation très importante du nombre d'enfants et de jeunes qui se déclarent trans est due simplement au fait que la transidentité serait devenue visible et que ça permettrait de faire émerger quelque chose qui serait latent chez ces enfants et ces jeunes. Mais cet argument permet à convaincre. Lisa Littman l'a dit en disant même si il y a une visibilité plus importante, ça n'explique pas l'apparition de cette ROGD, c'est-à-dire ce questionnement de genre à l'âge de l'adolescent très rapide chez les jeunes, ni l'inversion du sexe ratio. Et au contraire, elle constate lors des entretiens menés pour ces études que les vidéos de transition médicale constituent dans 63% des cas une source d'influence essentielle. En France, Claude Habib, que vous connaissez peut-être, a relevé que les acteurs du changement sont les adolescents qui se connectent sur les forums, qui échangent des combines pour se procurer des hormones ou des baratins pour convaincre des psys. Et on peut dire que je vais vous citer un petit exemple, cette remarque est ratifiée par un verbatim d'une endocrino qui témoigne qu'il voit arriver des adolescents qui arrivent avec des demandes très précises comme, je cite, « Oui, je veux de la progestérone parce que ça rétrocontrôle sur mon axe gonadotrope et ça va freiner un peu ma testostérone. » Donc, où ces adolescents auraient-ils pu apprendre ces termes et cette connaissance des effets médicaux, si ce n'est via les réseaux sociaux ou sur des sites militants dédiés? On a aussi des comptes Instagram de jeunes trans qui proposent par exemple des jeux concours où l'on peut gagner un binder. Alors un binder, c'est une brassière compressive pour écraser les seins et donner l'aspect d'un torse plat.
Ces réseaux sociaux offrent la possibilité de mettre en scène, à destination d'un large public, les étapes de la transition de chacun, en général sous un jour enthousiaste ou victimaire. Et lorsque ce ne sont pas les jeunes eux-mêmes qui le font parce qu'ils n'en ont pas l'âge, ce sont leurs parents qui s'en chargent. Ainsi, vous avez un blog qui s'appelle Zazou et Zazounette, dans lequel vous avez une maman qui relate avec enthousiasme les étapes de la transition de son petit garçon de 7 ans, qu'elle considère désormais comme une fille et qui est renommée Rose en famille, à l'école et à l'état civil. Pourtant, la réalité n'est pas toujours aussi rose que décrite dans ces blogs, et en témoigne la triste histoire de Jazz Jennings. Je le cite parce que vous en entendrez parler dans une vidéo cet après-midi, qui est une jeune femme trans américaine, donc un petit garçon de naissance, qui a été mis dans ce parcours de transition médicale dès son plus jeune âge, mis sous bloqueur de puberté dès 11 ans, opéré à 17 ans, dont les opérations chirurgicales se sont extrêmement mal placées, et qui maintenant a 22 ans et qui est en profonde dépression et dans un état physique lamentable. Alors que, quand elle avait 15 ans, donc identifiée comme jeune fille, elle comptait parmi les 25 personnalités les plus influentes du monde, selon le Times. Enfin, on peut relever un dernier vecteur d'influence auprès des jeunes, c'est celui des apologies délivrées par des associations trans ou des personnes militantes directement auprès des enfants dans les établissements scolaires. Au mois de mai 2021, dans le cadre de la semaine contre les discriminations, le lycée parisien Fénelon a fait intervenir pendant plus d'1 heure une femme trans, Marie de la Chenelière, afin de promouvoir la transidentité. Cette femme trans, qui a vécu comme homme jusqu'à 60 ans, a fait l'éloge auprès des lycéens de la seule approche transaffirmative dès le plus jeune âge. Elle n'a présenté que les avantages et les effets positifs de la transition. Aucun contradicteur n'avait été invité pour contrebalancer ses dires. Et quelques semaines plus tard, les effets de cette intervention ne sont pas fait sentir parce qu'au dire de plusieurs parents dont les enfants sont scolarisés dans cet établissement, il y aurait dans certaines cas plusieurs jeunes qui se déclarent trans depuis la rentrée de septembre 2020. J'en arrive maintenant aux controverses que suscite l'approche transaffirmative, des questionnements de genre chez les enfants, mais je ne vais pas pouvoir les développer, donc je vais juste vous les brosser, vous les citer. Aude vous en citera quelques-uns sur les controverses juridiques, avec la capacité de l'enfant à consentir, son discernement, la responsabilité des adultes qui l'entourent, la remise en cause de l'autorité parentale, les conséquences des transitions de genre sur les tiers. Vous aurez également cet après-midi tout ce qui concerne la sphère scolaire. Vous aurez sans doute aussi évoqué par le docteur Flavini ce matin et par Madame de Roussy cet après-midi les difficultés liées au fait que la transition médicale soit présentée comme seul remède aux pathologies, au mal-être, au malaise vécu par les enfants, puisqu'un nombre conséquent d'enfants qui présentent une dysphorie de genre souffrent de problèmes de santé mentale, en proportion plus que dans la population générale. Vous avez aussi, troisième controverse, les graves interrogations de santé qui sont suscitées par les transitions médicales. Je vous ai cité le cas de cette jeune américaine, je pense que le docteur Bog va vous en parler. Mais un parcours de transition médicale transforme des enfants en bonne santé physique en consommateurs à vie de produits chimiques hormonaux commercialisés par des firmes pharmaceutiques et des opérations chirurgicales, tout ça engendrant un bénéfice pour les acteurs. Selon une étude, le marché mondial de la chirurgie de changement de sexe représentera au moins 1,5 milliard de dollars d'ici 2026. Et l'étude, qui est visible sur Internet, expose de manière décomplexée comment faire croître ce marché, en obtenant des politiques gouvernementales favorables, en sensibilisant le public, en développant le nombre de médecins et chirurgiens spécialisés, etc. Quatrième controverse, les détransitions. Alors que cette prise en charge transaffirmative se développe, mais c'est encore assez récent, on voit apparaître sur le devant de la scène des jeunes qui ont été pris en charge médicalement et qui regrettent leur parcours de transition et qui veulent maintenant s'identifier définitivement dans leur sexe de naissance. Donc ils essaient, quand cela est possible, de cesser leur traitement médical. Ils demandent même pour certains des interventions chirurgicales dans le sens inverse pour revenir sur leur transition. Donc on les appelle les détransitionneurs. Donc selon une étude de Lisa Littman, que j'ai déjà citée tout à l'heure, qu'elle a réalisée cette année en 2021, plus de 35% de ces détransitionneurs ont déclaré qu'une tierce personne avait induit le fait qu'ils étaient transgenres et qu'ils l'avaient cru à tort. Et 55% d'entre eux estiment qu'ils n'avaient pas reçu une évaluation adéquate de la part d'un médecin ou d'un professionnel de la santé mentale avant d'entamer leur transition. Alors aujourd'hui, le phénomène des transitionneurs est encore assez limité puisque les interventions médicales sont assez récentes. On estime quand même qu'ils sont relativement importants, les chiffres sont controversés, mais la plupart du temps, les détransitionneurs n'informent pas les médecins
qui les ont fait transitionner qu'ils détransitionnent. Ils vont voir un autre praticien. Selon une association créée pour les défendre, leur nombre pourrait être de plus de 20% des jeunes qui ont réalisé une transition médicale. Étant précisé que la transition, ce n'est pas un chemin nouveau, tout simple à emprunter, puisque les personnes concernées ont besoin de soins médicaux pour accompagner l'arrêt ou la modification de l'hormonothérapie, les complications liées à la chirurgie, les éventuelles interventions dans l'autre sens, et ils ont aussi besoin de soins psychologiques pour notamment apprendre à faire face aux sentiments de regret. Par ailleurs, les conséquences visibles et irréversibles des parcours médicaux de transition entraînent également un désarroi important, comme en a témoigné la jeune Britannique Keira Bell, à l'occasion d'un procès qu'elle a intenté contre l'organisme londonien Tavistock Trust. Elle a été prise en charge à 15 ans pour une dysphorie de genre. Elle s'est d'abord vue administrer des bloqueurs de puberté. À 17 ans, elle a été mise sous testostérone afin de masculiniser son apparence. À 20 ans, elle a subi une double mastectomie. Et quelques mois plus tard, elle regrettait amèrement son parcours et s'identifiait dans son sexe féminin de naissance. Mais dotée désormais d'un torse plat, d'une voix grave et d'une pilosité masculine, elle doit composer avec les conséquences des hormones administrées. Je la cite. « Je suis constamment prise pour un garçon. On m'appelle monsieur lorsque je parle à des fonctionnaires. Je m'inquiète de ce que pensent les femmes lorsqu'elles me voient utiliser les toilettes ou les vestiaires. Je vis dans un monde où je n'ai pas ma place en tant qu'homme ou en tant que femme. Je suis coincée entre les deux sexes. » Voilà, pour les détransitionneurs. Alors, 5e controverse, la disparition de la place des femmes et la régression de l'acceptation des personnes homosexuelles. Le mouvement transidentitaire poursuit l'effacement de la différence des sexes et du sexe lui-même, et nier la binarité des sexes qui est constitutive de notre humanité entraîne la négation de la différence des femmes aussi. Ça contribue à les rendre invisibles, ça nie leur spécificité. Il y a plusieurs auteurs ainsi qu'un nombre important d'associations féministes qui se mobilisent, puisqu'elles estiment que l'essor du mouvement transidentitaire se fait au détriment du droit des femmes. Ils citent en particulier le domaine du sport féminin de compétition, puisque vous avez des hommes adultes qui réalisent un changement d'identité à l'âge adulte, quand ils ont 35 ou 40 ans, donc ils ont une musculature, ils sont développés comme des hommes, ils s'identifient comme femmes et ils demandent à être intégrés dans les équipes féminines nationales, et donc ils prennent forcément la place des meilleures femmes, puisqu'un homme de niveau moyen en sport, enfin moyen à ce niveau-là, sera de toutes les manières plus rapide, par exemple, que la plus rapide des femmes, puisqu'il aura une musculature, une longueur des os, etc., une capacité pulmonaire différente. Beaucoup d'associations féministes estiment également que l'injonction à changer de sexe du mouvement transaffirmatif reposerait sur de l'homophobie. Bon, je ne développe pas plus ce sujet. Une autre controverse, c'est l'interdiction de la parole et la peur entretenue par l'accusation de transphobie. Donc ça fait un peu partie du mouvement woke, dont vous entendez certainement parler. Il y a un nombre important d'universitaires et de médecins qui en ont fait les frais. Par exemple, Lisa Littman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou encore le professeur américano-canadien Kenneth Zucker. Vous avez aussi Kathleen Stock, qui était professeur de philo à l'université du Sussex en Grande-Bretagne, qui tous ont été contraints de démissionner. Ce ne sont pas les seuls. Les parents d'enfants s'identifiant comme transgenres sont les premiers mis en cause s'ils n'acceptent pas d'entrer dans une démarche affirmative de la transition réclamée par leurs enfants. En 2021, au Canada, un père de famille a été condamné à 6 mois de prison parce qu'il se refusait à appeler sa fille de 12 ans par un prénom masculin. Le mégenrage, entre guillemets, c'est le terme qu'on emploie quand on refuse d'appeler par le prénom et le pronom revendiqué. Le mégenrage qu'on lui reproche lui a valu d'être condamné pour violence familiale et lui a interdit de tenter de persuader l'enfant d'abandonner le traitement médical auquel la mère a consenti. En France, des parents qui ont émis des doutes sur le bien-fondé de la transition de leurs enfants se sont vus, quelques semaines ou mois plus tard, convoqués dans un commissariat de police sur le fondement d'accusations de harcèlement, voire même de violence ou d'agression sexuelle. Et on se demande si ces accusations portées ne sont pas un moyen de neutraliser leur désapprobation. Les enseignants auprès des enfants sont également en première ligne. Vous en entendrez parler cet après-midi. Mais je redis déjà que dans le film Petite fille que j'ai déjà cité, l'école primaire où était scolarisé l'enfant a été pointée du doigt comme transphobe, puisqu'elle était prudente dans la prise en compte du mal-être de l'enfant. Elle s'est vue sommée sous la pression d'un certificat médical du psychiatre de l'hôpital Robert Debré et sous la pression des caméras qui étaient entrées dans cette sphère qui aurait dû rester privée. Elle s'est donc vue sommée d'accepter l'affirmation sociale de la transition de l'enfance, qu'elle a fait. Et de même, l'école de danse où était inscrit le petit garçon,
qui a refusé de considérer l'enfant comme une petite fille et donc de lui donner un costume de danseuse, a été taxé dans le film de transphobe par la psychiatre qui réalisait la consultation. Et puis ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont concernés par ces accusations et qui sont les victimes de cette approche agressive et de la peur qui est entretenue. Les études qui portent sur les détransitionneurs mettent en lumière le sentiment de rejet de la part des réseaux LGBT dont étaient victimes ceux qui stoppent leur parcours de transition. Et ils sont rejetés parfois de façon très violente. Voilà, j'en arrive à la dernière partie, qui est la remise en cause de l'approche transaffirmative par les enfants, pour les enfants. Alors, au niveau international, les bonnes nouvelles, c'est qu'en Suède, l'hôpital Karolinska, qui était spécialisé dans le traitement des mineurs présentant une dysphorie de genre, a mis fin en 2021 à sa prescription de bloqueurs de puberté et d'hormones pour les mineurs. Donc aujourd'hui, sauf exception, les mineurs n'ont plus accès à ces traitements. La Finlande a également révisé ses directives. Et aux États-Unis, ça commence à bouger puisqu'on a des publications qui ont jeté un pavé dans la mare. Et au mois d'octobre 2021, 2 praticiennes américaines spécialisées qui faisaient des transitions depuis très longtemps, dont celle qui a opéré l'enfant Jazz Jennings dont je vous ai parlé, ont reconnu l'une et l'autre les inconvénients de la prise en charge transaffirmative précoce des enfants, alors qu'elle l'a pratiquée tous deux jusqu'alors. Et dans vos pochettes, vous avez un article du docteur Flavini qui vous parle de ces 2 médecins. Et vous en entendrez aussi parler dans une vidéo cet après-midi. Alors aux États-Unis, toujours, il y a des États qui ont tenté de limiter ou de proscrire les transitions médicales. Et il y a une association en août 2021 qui a produit un mémoire juridique devant une cour d'appel américaine et qui conteste la position de l'Association mondiale des professionnels en santé transgenre, selon laquelle la mastectomie constituerait un soin de qualité pour des adolescentes présentant une dysphorie de genre. Donc on a un procès aux États-Unis en cours. Donc c'est quand même aussi un signe d'espoir pour l'avenir. Au Royaume-Uni, vous avez eu un mouvement important de contestation de la prise en charge des enfants en questionnement de genre qui a été mené à la fois en interne et en externe. En externe, vous avez eu un grand nombre de praticiens qui ont exprimé des sérieuses préoccupations éthiques et qui ont démissionné de cette clinique spécialisée. Et en externe, c'est la jeune femme dont je vous ai parlé, Kera Bell, qui en a été le fer de lance puisqu'elle a signé en justice le Tavistock Trust. Elle lui avait reproché de ne pas avoir remis en cause son souhait de devenir un garçon alors qu'elle sortait tout juste de l'enfance. Et elle a soutenu que les enfants et les jeunes n'étaient pas aptes à donner leur consentement à l'administration de médicaments bloquant la puberté. La Haute Cour de Londres lui avait donné raison. Au mois de septembre 2021, la Cour d'appel d'Angleterre a infirmé le jugement, mais a quand même posé quelques bases intéressantes. D'abord, elle relève qu'il y a une véritable controverse médicale relative à la prise en charge des enfants. Ensuite, elle interroge quand même la capacité de l'enfant à consentir et elle pose la question du rôle des autorités pour la régulation de ces parcours. Et puis maintenant, le procès se poursuit, donc on verra la nouvelle décision qui sera rendue. Un peu partout dans le monde, vous avez des associations qui se sont constituées pour défendre une autre approche des questionnements de genre. Je ne vais pas vous les citer, vous allez entendre tout à l'heure, cet après-midi, une interview très intéressante d'un Américain qui dédie sa vie à lutter contre les transitions médicales chez les mineurs. Vous avez des associations de parents également. Et en France, alors, compte tenu des décalages observés dans le temps dont je vous ai parlé au début de mon exposé, la prise de conscience des dangers constitués par le lobby transaffirmatif est récent. Donc, au début de l'année 2021, il y a eu un collectif pluridisciplinaire qui s'est constitué, qui s'appelle l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, dit Observatoire de la petite sirène, et qui a pour objectif de mettre en garde les professionnels de l'enfance sur l'impact des réseaux sociaux et du militantisme. Nous sommes plusieurs intervenants aujourd'hui à en faire partie. Son geste introductif était un appel dans lequel il a commencé par souligner que l'enfant était un être en développement et pas un adulte en miniature. Ensuite, l'Observatoire a interrogé les atteintes au corps de l'enfant et de l'adolescent que constitue chaque étape du parcours de transition médicale et il s'est conclu par des recommandations de bon sens et il est signé aujourd'hui par plusieurs centaines de professionnels. Et en quelques mois, l'Observatoire a commencé quand même un gros travail. Elle a interpellé le Comité national d'éthique, le gouvernement, les parlementaires, la Miviludes. Elle fait un gros travail auprès des médecins. Elle a publié plusieurs tribunes, dont l'une au mois de septembre 2021 dans le journal L'Express a fait grand bruit, notamment en raison de la qualité de ses signataires. Et elle a appelé au mois d'octobre 2021 à un grand débat contradictoire l'ensemble des personnes qui s'occupent de l'enfant dans la société.
Par ailleurs, et je vais terminer avec ça, l'Observatoire, depuis sa création, est contacté régulièrement par des parents d'enfants ou d'adolescents qu'il peut aiguiller lorsqu'ils en font la demande vers des praticiens de confiance. Ça a permis de faire émerger une parole et ainsi que des parents se fédèrent. Et à l'initiative d'une maman extrêmement déterminée qui a été rejointe par d'autres, une association qui va s'appeler Hippomonie est en cours de création. Elle devrait être rendue publique d'ici la fin de l'année 2021 et donc elle mettra à disposition des parents déjà un espace de discussion et puis des références, des articles de qualité et des noms de médecins également vers lesquels orienter les enfants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Olivia Sarton pour votre intervention très fouillée. On aurait pu avoir le double de temps, mais malheureusement le chronomètre est un peu rude avec nous.